Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette conférence. Je vous propose d'attendre peut-être une petite minute, le temps que tout le monde se joigne à nous. Bien, je vais démarrer. Bonjour à tous encore une fois, soyez les bienvenus à cette conférence. Je suis Maxime Verken, dirigeant fondateur de Big Picture. Je travaille depuis 25 ans dans les systèmes de gestion des entreprises en général et des RH en particulier avec l'utilisation de la data. J'ai beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui avec vous pour partager mon expertise autour donc de l'utilisation des data dans les RH. Mais tout de suite et avant de démarrer, je vous donne peut-être quelques indications sur le déroulé. Normalement, on a un quart d'heure à la fin de la conférence pour des questions et des réponses. Mais si je vois qu'on a le temps, je vous proposerai des petits intermèdes au cours desquels vous pourrez poser des premières questions. Ces questions, je vous invite d'ailleurs à les poser dans l'espace questions de la conférence et non dans le chat. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je ne vous apprendrai rien, mais je le dis quand même, vous êtes RH ou DRH, en tout cas vous travaillez dans la fonction RH et vous pratiquez un métier exigeant, du recrutement, de l'onboarding, de la formation, de l'évaluation, de la rémunération, de l'inclusion, du dialogue social, et j'en passe, tant la liste pourrait être longue. Votre métier, le métier de DRH, est un métier extrêmement riche, un métier particulièrement varié, et cette variété s'accompagne d'exigences qui elles-mêmes sont élevées et sont nombreuses. Dans ce contexte, lui-même en mutation permanente, où vous devez accompagner les transformations, tout en vous transformant vous-même, vous êtes de plus en plus amené à devoir prouver que les politiques RH que vous concevez et que vous déployez produisent des résultats concrets. Alors, justement, ce que je vous propose, c'est de voir comment la data RH, avec l'évolution de la technologie, constitue aujourd'hui un outil puissant qui est à votre service pour comprendre, à votre service pour décider, à votre service pour agir, pour piloter et finalement pour prouver leur utilité et leur efficacité. Prouver leur efficacité, donc, avec, justement, c'est le thème du jour, la data RH. Parce que la data traduit vos actions, elle les révèle et qu'elle peut les rendre tangibles en tant que RH. Alors qu'on exige de vous de l'efficacité, comme on vient de le dire, de la preuve et du retour sur investissement. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de mon expérience concrète de la puissance et du pouvoir de la data RH au travers de 3 histoires vraies. La première nous montrera comment les data peuvent nous aider à booster une politique salariale. La deuxième abordera le thème de démontrer la réalité des résultats d'un plan d'économie. Pas toujours facile de mener un plan d'économie et de parvenir aux résultats économiques que l'on vise. Et la dernière parlera d'efficacité des politiques d'égalité entre femmes et hommes, alors même que vient de paraître la directive européenne sur la transparence des salaires et qu'Elisabeth Borne nous exprime depuis peu sa volonté claire de revoir l'index d'égalité femmes-hommes pour le rendre à la fois plus ambitieux, plus fiable et mieux contrôlé. Alors, je vous propose d'attaquer ma première histoire. La première histoire, c'est l'histoire de Delphine. Delphine était la DRH d'une filiale d'un groupe français d'assurance jusqu'à un petit peu avant le Covid. La structure comprenait alors environ 1200 collaborateurs, principalement sur des plateformes téléphoniques. Comme tout DRH, elle était en charge de concevoir la politique de rémunération et de la déployer, au travers en particulier des campagnes annuelles de revalorisation des salaires. Alors son histoire, c'est que après des années d'autonomie qui lui avaient permis de définir le niveau d'enveloppe adapté à son activité et à son contexte, elle avait fini par être rattrapée par la patrouille
et avait fait l'objet d'un cadrage de son groupe avec des enveloppes qui sont devenues standardisées et notifiées, comme pour le reste du groupe, globalement autour de 2%, ce qui était la pratique dans ce secteur. Résultat, alors qu'elle était habituée à près du double de moyens, il était désormais impossible pour elle de financer les montées en compétences et les prises de responsabilité, en particulier sur les plateformes téléphoniques. On avait globalement ce qu'on pourrait appeler une rupture du contrat social, qui consistait jusqu'alors à embaucher avec de bas salaires, voire de très bas salaires, mais avec la promesse de pouvoir progresser rapidement. C'est un modèle qu'on retrouve régulièrement sur les plateformes téléphoniques et sur la relation client. Ce qui s'est passé, c'est que le turnover subi a commencé à atteindre des niveaux qui étaient inconnus jusque-là. La problématique de Delphine, c'était donc de trouver les arguments pour convaincre son groupe et sa direction de booster sa politique salariale. C'est de voir comment la data RH, avec l'évolution de la excusez-moi. Donc c'est là qu'intervient l'exploitation de la data. Habituellement, la data maîtrisée par les RH sur la question des coûts, c'est le poids des augmentations de salaire sur la masse salariale. C'est ce qu'on voit sur ce tableau, et ça s'appelle l'effet d'augmentation des salaires. Là, on a globalement la situation historique de Delphine, qui, sur ses plateformes téléphoniques, dépensait plus que 3% pour ces augmentations de salaire. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est l'effet d'augmentation des salaires. Bon, pour comprendre ça rapidement, si ma masse salariale est de 100 € et que je consacre, en l'occurrence, 3,3 € aux augmentations, alors mon effet d'augmentation des salaires est de 3,3%. C'est quelque chose qui est en général très bien maîtrisé dans les grandes entreprises, notamment par les équipes rémunération ou comp and ben. Là, dans ma structure, j'ai effectivement dépensé l'an dernier 3,3% de ma masse salariale sur la plateforme contrat pour l'augmentation des salariés de la plateforme en question, et ainsi de suite. 3,5% sur la plateforme de gestion des sinistres et 2,1% seulement pour les fonctions de siège. Ce que nous demande Delphine, à ce stade, c'est comment trouver des arguments pour poursuivre cette politique à plus de 3%, alors que le groupe veut lui imposer seulement 2%. C'est là que Delphine fait appel à nous, experts de la data RH, pour une utilisation plus poussée de cette data et pour construire un argumentaire concret qui parlera à un groupe et qui parlera à sa direction. Il s'agissait d'élargir notre champ de vision et de regarder, alors que nos augmentations nous coûtent, si on ne faisait pas par ailleurs des économies, en particulier grâce aux remplacements, qui sont globalement assez nombreux sur les plateformes téléphoniques, même pour des métiers assez techniques comme celui de l'assurance. L'idée donc, c'est d'enrichir notre vision avec ce qu'on appelle l'effet de remplacement, qu'on appelle aussi la NORIA. Si ma masse salariale est de 100 € et que j'ai dû remplacer des salariés sur la période, et que les salaires des nouveaux me coûtent 3,1 € de moins que ceux qui sont partis, alors mon effet de remplacement est de moins 3,1%. Et ça, il faut aussi en tenir compte. Bien sûr, d'un côté, j'augmente mes salariés, d'un autre côté, j'en ai un certain nombre qui partent et qui sont remplacés par d'autres salariés. Ceci a un impact sur les coûts. Parce que quand on regarde la somme des deux effets, on a dans ce tableau maintenant à la fois historiquement les augmentations de salaire, mais aussi l'effet de remplacement. Quand on regarde la somme des deux effets, qui sont tous les deux bien réels et qui ont un impact sur la masse salariale, l'histoire n'est plus la même. Comme vous le voyez dans ce tableau, si l'an dernier j'ai consacré 3,3% de ma masse salariale pour les augmentations de salaire, mais qu'en même temps mes remplacements m'ont permis de faire 3,1% d'économie, en réalité, je n'ai augmenté ma masse salariale que de 0,2%. Ce qui est objectivement moins élevé que l'inflation. Donc, je me rends compte que j'avais bien les moyens de consacrer ces 3,3% aux augmentations de salaire et que c'est toujours le cas pour l'année qui vient si je garde mes pratiques et ma politique de remplacement. L'histoire n'est donc plus la même grâce à ces datas qui parlent. Elles nous disent en fait simplement où et comment développer l'argumentaire. En l'occurrence, c'est ce qu'a fait Delphine, qui a finalement obtenu gain de cause. Pardon. C'est finalement ce qu'a fait Delphine et qui a obtenu gain de cause auprès de sa direction. Vous voyez que
Elle est très aidée par la combinaison des effets pour développer des arguments sur la plateforme contrat. Elle est relativement aidée pour développer ses arguments pour la plateforme sinistre. En revanche, la combinaison de l'effet d'augmentation des salaires et de l'effet de remplacement pour les fonctions de siège est plus difficile à argumenter, puisque la somme des deux nous emmène déjà à 2,8% d'augmentation des salaires. Ce que nous voyons donc, c'est qu'en faisant parler ces datas, Delphine a trouvé les moyens de convaincre sa direction. En synthèse, pour booster sa politique salariale, Delphine a fait parler ces datas, qui sont des datas RH. Elle a fait parler l'effet de remplacement, et c'est ça qui lui a permis de continuer à financer sa promesse employeur. Peut-être avez-vous... on n'est pas spécialement en avance, mais on n'est pas en retard non plus. Peut-être avez-vous une question à poser. Alors, ça n'est visiblement pas le cas pour le moment. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième histoire, qui est celle de Rémi. Alors, début 2023, Rémi a été nommé DRH d'une fintech française. Le staff global comprend alors entre 6 000 et 7 000 salariés dans cette fintech. La fintech a connu une période de très forte croissance durant une dizaine d'années, mais elle connaît depuis 2 ans de sérieux problèmes de rentabilité. Elle n'est pas au rendez-vous de ce qu'attendent les marchés financiers. Un plan d'économie doit démarrer à la rentrée 2023. Et en fait, c'est pour cette raison que Rémi a été recruté. Il a l'expérience et les compétences techniques et juridiques des plans de restructuration. Et c'est bien pour ces raisons spécifiques qu'il a été recruté par la direction de la FinTech. Donc, un plan d'économie doit démarrer à la rentrée de 2023, juste après l'été, ce qui était le cas donc, il y a quelques mois, avec un objectif de 10% de réduction des coûts. Le premier levier pour la réalisation de ce plan d'économie, c'est la réduction de 10% des effectifs qui elle-même vise une réduction de 10% de la masse salariale. Mais au-delà de la conformité juridique de ce type de plan, Rémi sait qu'il est aussi attendu sur des résultats qui sont des résultats économiques. Et d'expérience, il sait que l'objectif financier est rarement atteint dans ce genre de plan. Donc en fait, si l'objectif de diminution du nombre de salariés est lui généralement atteint, la plupart du temps, ce n'est pas le cas pour les économies concrètes en eux. La problématique de Rémi, c'est donc de piloter le plan dont il est responsable, aussi d'un point de vue économique et pas simplement d'un point de vue technique, pour s'assurer qu'il produise les effets réellement recherchés. Alors que d'expérience, c'est loin d'être automatique. C'est là qu'intervient à nouveau l'utilisation plus poussée de la data. Habituellement, l'information exploitée par les ressources humaines, dans le cadre d'un plan d'économie, c'est l'indicateur usuel, donc c'est la diminution du nombre d'effectifs. Et c'est l'exemple que l'on voit sur ce tableau avec des objectifs de réduction mis en calendrier, par exemple tous les 3 mois, moins 2% au bout de 3 mois, moins 5% de réduction d'effectifs en objectif au bout de 6 mois, et puis l'objectif final, 10% au bout de 9 mois. Et on suit, mois après mois, l'évolution réelle en la comparant aux objectifs. Ça donne par exemple les résultats qu'on voit dans ce tableau. Au début, on est au-dessus des objectifs, moins 2,6 alors qu'on visait 2. Puis à la fin, on est légèrement en dessous. On visait donc 10% et on se retrouve avec une réalisation à moins 9,7%. Disons que là, globalement, ça tient bien la route et que tout le monde est content. On est assez proche des objectifs qui étaient visés. Mais en fait, la diminution du nombre d'effectifs ne garantit pas du tout le niveau d'économie. C'est juste un indicateur opérationnel d'avancement du plan. L'idée, là encore, c'est de faire parler la data, cette fois avec ce qu'on appelle l'effet d'effectif, pour exprimer les vraies économies concrètes en euros. Ce n'est pas la variation d'effectifs qui nous intéresse, mais c'est ce qu'elle provoque réellement en impact financier, en euros. Mais alors, c'est quoi, me direz-vous, l'effet d'effectif? Pour comprendre, je vais prendre un exemple simple. On a un département, par exemple, de 10 personnes. Si on passe à 9, on ne fait pas forcément 10% d'économie, parce qu'il y en a un qui est parti sur les 10 qui étaient là. Le résultat dépend du profil de celui qui est parti. Était-ce
le plus gros salaire? Était-ce le plus petit salaire? Ou était-ce tout simplement un salaire moyen? Là, c'est un exemple avec un département de 10 personnes, donc on comprend facilement, mais c'est une structure avec si on est dans une structure avec des centaines de départs et d'autres mouvements, naturellement, ça se complique, et évidemment, les calculs qui vont avec aussi. Donc j'invite Rémi à mieux exploiter sa data et à la faire parler, cette fois avec ce qu'on appelle l'effet d'effectif, qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus juste que le nombre d'effectifs. Et avec l'effet d'effectif, pardon, ça pourrait donner ça. Aïe, c'est pas pareil. Et oui, quand on arrête de compter en bâtons et qu'on découvre les euros, on peut découvrir ça. On avait un objectif à moins 10%, on avait une variation de l'effectif final à moins 9,7%, mais on se rend compte, en utilisant l'effet d'effectif, qu'on se retrouve avec une économie réelle qui, elle, n'est qu'à 6%. Avant de démarrer son plan, c'était bien ça que redoutait notre DRH de la FinTech, Rémi. Au début, on est bien, puis à fur et à mesure, on dérive parce qu'on pilote en aveugle, sans l'effet d'effectif qui lui aurait donné les infos en euros. Mais si on pilote au quotidien avec l'effet d'effectif, on peut rectifier le tir et finalement obtenir ça. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Avec les datas qui parlent, l'histoire n'est pas la même. Les datas nous disent quand et comment réagir. En l'occurrence, dans notre exemple ici, on voit qu'on était bien au début, toujours la même histoire, 3,1%, 2,6% de variation de l'effectif, 3,1% d'économie. On était bien au début, on devient confiant, ça dérape au bout de 6 mois, mais comme on pilote vraiment, on se rend compte de la dérive et on a encore le temps de réagir pour parvenir à un résultat qui certes n'est pas parfait, mais qui est vraiment mieux que si on n'avait rien vu. C'est ce que pourra faire Rémi en suivant économiquement le plan dont il est responsable, parce qu'il sera éclairé par ces datas. En faisant parler ces datas, Rémi assure donc que son plan produise des effets qui sont les effets recherchés, qui sont des effets concrets, qui sont des effets économiques. En synthèse, pour s'assurer de la réalité des économies recherchées dans un plan, Rémi peut fiabiliser son pilotage, mais pas en faisant de la compta non plus, en restant dans le monde RH, en faisant parler l'effet d'effectif, et c'est ça qui lui permettra d'atteindre ses objectifs d'un point de vue économique, ce qui reste bien l'objectif d'un plan d'économie. Alors, je regarde s'il y a à ce stade des questions. Alors, on me dit que la présentation défile en miniature, mais je ne sais pas comment la faire défiler plus grande. J'inverse, mais ce n'est pas le cas. Peut-être comme ça, peut-être est-ce plus grand comme ça. Alors, pas de questions, je regarde un petit peu le chat. Voilà, eh bien, question non. N'hésitez pas. Je vous propose, je ne sais pas, j'espère que vous n'êtes pas en miniature, mais je crois que je ne peux pas faire plus grand de mon côté. Je vous propose donc d'attaquer la troisième histoire, qui est la dernière histoire que nous verrons aujourd'hui, qui est celle de Christina. Christina est actuellement DRH d'un labo pharmaceutique français de taille moyenne. Elle est plutôt en fin de carrière et elle en est la DRH depuis 6 ans, après avoir fait une grande partie de son parcours dans les opérations, dans le métier, dans le cœur de métier de ce même laboratoire. L'effectif global est d'un petit peu moins de 3000 salariés. Christina a une histoire personnelle qui l'a rendue particulièrement sensible et volontariste sur les sujets de diversité. À son arrivée, elle prend le sujet à bras-le-corps et elle constate des écarts de rémunération absolument indus entre femmes et hommes à hauteur de plus de 8%, donc des écarts de rémunération de plus de 8%. Elle convainc d'ailleurs assez facilement cette direction de consacrer des moyens en hausse à la résorption des écarts. Mais pourtant, finalement, dans ses reportings, elle constate année après année
des écarts qui restent identiques et globalement pas d'évolution positive significative sur les écarts, alors même qu'elle y consacre pas mal de moyens. La problématique de Christina, c'est donc d'améliorer la politique d'égalité entre femmes et hommes, et surtout de commencer à comprendre pourquoi les moyens qu'elle y consacre produisent si peu d'effets. Alors, quelques tableaux à nouveau. En matière d'égalité homme-femme, femme-homme, la première chose à laquelle on faisait généralement attention par le passé, c'était de vérifier que les hommes n'étaient pas davantage augmentés que les femmes. On se posait cette question-là, et effectivement, historiquement, c'était le cas. Alors, ces choses-là se sont arrangées au cours des dernières années, et même depuis un petit peu avant. Mais historiquement, on avait sans pilotage des hommes qui étaient à la fois avec des rémunérations plus importantes et qui étaient par ailleurs davantage augmentés. Et puis, on est passé à ce qu'on pourrait appeler l'égalité pilotée. On s'est donné les moyens de vérifier quelles étaient les augmentations des uns et des autres, et on a cherché à augmenter les hommes et les femmes de la même manière. Puis on s'est rendu compte que l'égalité des augmentations ne résorberait pas les écarts, et on s'est mis à augmenter davantage les femmes. C'est effectivement ce à quoi s'est employée Christina pendant des années, en ne comprenant pas pourquoi son action volontaire ne produisait pas les effets attendus. Visiblement, augmenter les femmes plus que les hommes n'était pas suffisant pour parvenir à une égalité des salaires. Christina nous a donc demandé conseil pour faire parler ces datas et pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas. En réponse, l'idée c'était d'élargir son champ de vision pour lui faire se rendre compte que d'autres événements RH venaient perturber son équation. Comme par exemple, tiens encore une fois, les remplacements. Parce que quel est l'impact en matière d'égalité si quand les femmes partent, je les remplace par des femmes moins chères, alors que pendant ce temps-là, quand les hommes s'en vont, je les remplace par des hommes plus chers. Ceci doit bien avoir un impact, au final, sur les salaires moyens des uns et des autres, des femmes et des hommes. En l'occurrence, vous avez beau augmenter davantage les femmes, si vous recrutez et remplacez de manière inéquitable, vous vous préparez naturellement pas mal des difficultés pour vos lendemains. Mais il n'y a pas seulement l'effet de remplacement. Si pendant ce temps-là, mon effectif varie, et pour prendre un exemple simple, avec 2% de femmes en plus, comme sur ce tableau, mais aussi 2% d'hommes en plus, mais que pendant ce temps-là, les 2% de femmes en plus ne vous coûtent que 1,8% de votre masse salariale parce que vous les recrutez pas cher, parce que vous les recrutez moins cher que celles qui étaient en place, alors que les 2% d'hommes que vous recrutez en plus, eux, vous coûtent 2,3% de votre masse salariale parce que eux, sans vous en rendre compte, parce que vous n'avez pas les bonnes informations, parce que vous n'avez pas ces data qui parlent, alors vous les recrutez plus cher que ceux qui étaient là, vous risquez de les recruter plus cher que ceux qui étaient là avant. Et si c'est effectivement ce que vous faites, ça ne risque pas d'aller dans le bon sens de l'égalité à venir, et ce, même si, comme Christina, vous continuez à augmenter davantage les femmes. Si vous remplacez les hommes et les femmes de manière inéquitable, si vous recrutez les hommes et les femmes de manière différenciée, avec des femmes que vous remplacez pour moins cher et des hommes que vous remplacez pour plus cher, effectivement, vous préparez un certain nombre de difficultés pour vos lendemains en matière d'égalité entre hommes et femmes. Maintenant, en faisant parler ces datas, Christina comprend cette fois quels sont les leviers efficaces pour sa politique d'équité entre femmes et hommes. Elle comprend qu'elle doit continuer à faire attention à ces augmentations, qu'elle pilote évidemment, mais aussi qu'elle doit faire attention à sa manière de gérer ses remplacements et de gérer sa variation d'effectifs. Et c'est d'ailleurs certainement ce qu'exigera le prochain index d'égalité homme-femme que le gouvernement vient d'appeler de ses voeux, faute d'efficacité de celui qui est en place actuellement. Et c'est aussi ce que demandera sans doute, dans sa manière d'être appliquée, la directive européenne pour la transparence de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Sachant qu'il y a maintenant un délai d'environ 3 ans pour élaborer le bon niveau de reporting et de suivi pour les entreprises qui ont plus de 150 salariés sur ces thématiques-là. En synthèse de cette dernière histoire, pour améliorer son dispositif d'égalité entre femmes et hommes, Christina peut améliorer l'efficacité de sa politique en élargissant son champ de vision
et surtout en faisant parler les 3 effets de déformation de la masse salariale, qui sachant que chacun d'entre eux nous donne des informations qui sont clés sur la mise en œuvre de la politique dédiée à l'égalité homme-femme. On a des informations clés sur les augmentations de salaire, on a des informations clés sur la manière de remplacer femmes et hommes, et on a des informations clés sur la manière de faire varier son effectif et de faire arriver des profils d'hommes et de femmes qui devraient être homogènes, et en tout cas pas très différenciés en matière de rémunération. Alors, pas de questions. Pas de questions, pas de questions pour le moment. Peut-être je laisse. Alors, je vous propose de passer à la suite. Nous avons donc, comme on l'a vu dans notre dernière histoire, les 3 effets de déformation de la masse salariale, qui sont l'effet d'augmentation des salaires. Celui-là, il est souvent bien maîtrisé dans les grandes entreprises par les équipes Compenben, les équipes rémunération. Nous avons l'effet de remplacement, qu'on appelle aussi Noria, ce qui veut dire en arabe la roue qui tourne, au sens de la roue qui tourne avec les départs et puis les arrivées dans l'effectif, et donc l'impact financier de ces départs et de ces arrivées. On a vu l'apport de cet effet de remplacement dans plusieurs cas de figure à l'instant, mais c'est un des paramètres qui, lui, est rarement vraiment piloté, vraiment adressé dans les entreprises. Et puis, nous avons l'effet d'effectif, crucial quand on a des variations importantes du nombre d'effectifs, que ce soit à la hausse avec du développement et à la baisse lorsqu'on est plutôt dans une réduction d'effectifs. On a donc 3 effets de déformation de la masse salariale issus des data RH et qui permettent de parler un langage simple et concret. Quel est l'impact de mes augmentations de salaire? Quel est l'impact de mes remplacements? Et quel est l'impact économique, lui aussi, de ma variation d'effectifs? Ces 3 effets constituent un langage qui est relativement universel, qui est compris de tous, de la finance, de la direction, des métiers, des partenaires sociaux, des salariés, des managers. Globalement, ça permet au RH de comprendre, de décider, d'agir et bref, globalement, de piloter. En synthèse, donc, on a vu ensemble, via des cas de figure concrets, l'intérêt de faire parler la data RH. Mais plus simplement encore, pour répondre à la question pourquoi faire parler la data RH, on peut affirmer que c'est parce qu'elle aide concrètement à piloter les politiques RH. On l'a vu dans un cas de figure égalité homme-femme, mais ça peut être aussi sur les politiques catégorielles, sur les politiques de talent, sur les politiques juniors, sur les politiques seniors, sur les politiques qui adresseraient une catégorie particulière du corps social. Voilà, on est donc avec l'utilisation de cette data simple, mais puissante et parlante dans une capacité à piloter nos politiques RH. On est également avec la data RH en capacité d'expliquer les variations de masse salariale, ce qui reste la plupart du temps le premier poste de coût d'une entreprise, jusqu'à 80% dans un certain nombre d'entreprises de services. Et globalement, pourquoi faire parler de la data RH? Parce qu'elle permet de tangibiliser l'action RH, de démontrer ses résultats, alors même qu'en RH, nous sommes attendus sur notre capacité à prouver les résultats des politiques que nous déployons, et en particulier en matière de ROI. Donc, avec les 3 effets de déformation de la masse salariale, nous avons cette capacité à démontrer, cette capacité à prouver, avec ces effets qui disent beaucoup, qui traduisent, qui révèlent globalement l'action RH. Alors après le pourquoi, l'autre question, c'est le comment. C'est comment faire parler la data RH. Quelle serait la solution pour faire parler la data RH? Alors, vous me voyez venir,
cette solution, et c'est quelque chose qui a été conçu par la structure que j'ai fondée et que je dirige aujourd'hui, et qui s'appelle Big Picture RH. Big Picture, c'est une start-up RH, qu'on appelle une HR Tech, qui est spécialisée dans le pilotage et la matérialisation des politiques RH et la compréhension et la maîtrise de la masse salariale. Et qui a développé une solution SaaS qui est dédiée au RH et dont l'objet est de faire parler les data RH. L'idée derrière tout ça, c'est de simplifier des problématiques qui au départ sont assez complexes et d'aider la fonction RH, encore une fois, à comprendre, à prendre des décisions et à agir. En lui mettant à disposition des datas qui parlent à la demande, à toutes les mailles de l'organisation, en fonction de critères RH, le genre, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure pour la politique d'égalité femmes-hommes, mais ça peut aussi concerner les talents, les âges, les catégories socio-professionnelles. On peut combiner en même temps tous ces critères RH, si on veut aller dans davantage de détails, combiner par exemple les employés, les catégories employés, managers, dirigeants, hommes, femmes. Voilà, on peut aller très loin et faire parler ces datas pour piloter, comprendre et prendre des décisions en matière de politique RH ou de maîtrise de sa masse salariale sur des catégories spécifiques. Et tout ça, Big Picture le propose avec une solution, donc une solution SaaS, qui a la souplesse du mode SaaS, qui est particulièrement légère à mettre en place, notamment parce qu'elle ne nécessite pas ou très peu de retraitement des données, et qui globalement est complètement sécurisée en matière de flux de données et d'habilitation. Alors voilà. Je voulais vous parler de pourquoi et de comment faire parler les data RH. J'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant. Je vous dis merci de votre présence et de votre intérêt pour ces sujets qui moi, me passionnent depuis très longtemps. Et c'est maintenant le moment, si vous voulez, de quelques questions auxquelles je serais heureux de répondre, tout simplement. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions dans l'espace questions. Je vais simplement aller voir dans le chat. Alors, je ne vois pas spécifiquement de questions. Je regarde de nouveau dans les questions. Alors, on me dit, Nathalie nous dit, avant de faire parler la data, il convient de s'assurer de sa qualité et de sa fiabilité, avoir une politique de gouvernance de la donnée. C'est évidemment tout à fait exact. La data RH est évidemment une data complexe qui appelle une gouvernance et une maîtrise. La particularité de l'outil et de la solution dont je vous parle, c'est qu'elle fait appel à une data qui est une data qui est généralement parfaitement bien maîtrisée dans les entreprises. Ce sont des datas relativement simples, puisqu'il s'agit globalement d'un matricule, des matricules anonymisés, des affectations
de chaque salarié, ce qui généralement est une donnée qui est maîtrisée, et puis de quelques paramètres RH simples tels que le genre, l'âge, comme on le disait, l'affectation. Et voilà, on n'est pas dans des données complexes qui feraient appel à des rubriques de paye ou à des choses plus difficiles, à maîtriser. Euh, alors, peut-être quelques précisions. On a encore quelques minutes. Et je vérifie si des questions sont posées, ce qui n'est pas le cas. Peut-être quelques questions qui sont souvent posées. Alors, effectivement, la question qui sont posées, c'est finalement de quelle data a-t-on besoin au départ pour calculer ces trois effets de déformation que sont l'effet d'augmentation des salaires, l'effet de remplacement et l'effet d'effectif. Bon, ça, on en a parlé à l'instant. Ce sont les rémunérations contractuelles. Au-delà des questions d'affectation et de qualification de chaque personne en matière de critères ou de paramètres RH. Donc on a la rémunération brute contractuelle, qui est la donnée principale qui est exploitée. Voilà. Une question qui est régulièrement posée aussi à propos de ces trois effets de déformation, de leur calcul et de leur intérêt, c'est finalement quel est, lorsqu'on pilote les politiques, ou en particulier la masse salariale, lorsqu'on pilote avec ces trois effets de déformation ou de variation de la masse salariale, quel est le retour sur investissement? Si je me mets à exploiter ces indicateurs quasiment au quotidien pour comprendre et pour piloter, pour prendre des décisions en matière de masse salariale, de mon expérience, on se situe dans un intervalle entre 0,1 et 1% d'économie de masse salariale, en tout cas de meilleure maîtrise de sa masse salariale. Le 0,1%, c'est quand on a des enjeux qui ne sont pas forcément très importants, mais qu'on a simplement accès à ces données. On prend moins de décisions contre-productives. Et lorsqu'on a, notamment dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, d'un plan d'économie, d'un plan de restructuration, lorsqu'on a des enjeux importants de maîtrise de la masse salariale, on observe généralement au moins un gain en maîtrise de sa masse salariale autour de 1%. Voilà, ce qui dans des entreprises avec des grandes entreprises où la masse salariale représente le principal poste de coût, on a donc des enjeux importants et un retour sur investissement qui peut être extrêmement intéressant. Alors, ce pilotage, notamment de la masse salariale, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse naturellement à des entreprises, je dirais à partir d'une certaine taille, parce que ce sont des choses qu'on peut faire peut-être plus facilement lorsqu'on est moins nombreux, qu'on n'a pas perdu le fil du pilotage de sa structure. Et puis globalement, on va dire dans des entreprises dans lesquelles la masse salariale représente le principal poste de coût, on est plutôt dans les entreprises de services et à partir d'une certaine taille de quelques centaines de collaborateurs. Alors, des questions, pas pour le moment. Je vais donc conclure. Alors, c'était pas l'objet aujourd'hui de proposer une démonstration. L'idée, c'était d'illustrer le pouvoir de la data RH en fonction d'un certain nombre de problématiques qui sont relativement universelles pour les professionnels RH. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez me poser d'autres questions, ou si justement vous voulez voir une démonstration de la solution dont je vous parlais tout à l'heure,
n'hésitez pas. Faites comme Delphine, comme Rémi ou comme Christina. Contactez-moi. Vous avez mes coordonnées, les coordonnées donc de Big Picture RH, qui sont là et que vous retrouverez puisque je comprends que vous aurez accès à la présentation. Eh bien, je regarde si par hasard arrivait une question, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, il est temps pour moi de vous remercier, de vous dire à bientôt, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, merci à tous.